Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Khalil. Salut Léo. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, nickel. Et toi ? Écoute, super bien. On est pour ce premier enregistrement de la saison 2 de Tam Tam, qui du coup là est diffusé sur le mois de septembre. On est dans un WeWork qui est à Jaurès, avec un très beau jardin. Donc je recommande aux gens d'aller se faire inviter. Je confirme. Et une table de ping-pong. Qu'on n'a pas encore pour essayé. La Startup Nation. Exactement. Ravi de travailler avec toi aujourd'hui pour cet épisode. On va parler d'un sujet où en fait il n'y a pas trop de contenu, c'est ce qu'on s'est dit l'autre jour, qui mixe recrutement et négociation. Donc la négo, c'est ton sujet passion, c'est ton sujet chouchou, mais tu vas en parler pendant tout l'épisode, donc je vais pas te travestir ce que tu vas dire dans la suite. Avant de partir sur ce sujet, de rouler ensemble sur une trentaine de minutes sur la négociation, question importante pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Khalil ? Grande question. Alors, je m'appelle Khalil, j'ai 30 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans le recrutement. C'est une reconversion, en fait, à la base, je viens du droit. Et je me suis reconverti dans le recrutement via l'école du recrutement. En fait, j'ai fait partie de la première promo de l'école du recrutement avec des profs comme Nicolas Galita et Aurélien Boutoudou. Voilà, on a eu quelques invités hyper cool, dont un certain Léo Bernard. Je sais pas si tu le connais. J'ai du mal. Ouais. Du coup, voilà, j'ai fait une année à l'école du recrutement. Ensuite, j'ai fait une première ESN et ma plus grande expérience a été chez Zenica. J'avais rejoint l'équipe de Coralie Noël en tant que recruteur. Voilà. Et depuis 1 an, je me suis lancé à mon compte en tant que recruteur indépendant, mais également, ça va être le sujet de l'épisode, entre autres, c'est de coach en négociation. Voilà. Okay. J'accompagne des entreprises et des personnes à réussir leur négociation avec de l'efficacité et de la sérénité. Voilà ce que je peux dire. Trop bien. Moi. Donc, tu es recruteur indépendant et coach en égo. Tu vas nous dire ça du coup juste après. Avant de commencer l'épisode, j'ai 3 questions pour toi pour que les gens te connaissent mieux. La première, une chose que tu aimes dans la vie. C'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure. Un sujet qui me tient... Enfin, un truc que j'aime beaucoup, c'est les deep talks. Ok. Les deep talks, pour les gens qui ne parlent pas français, c'est les conversations profondes. Ouais, c'est ça. Alors, ça veut tout et rien dire, hein. Deep talk. Moi, mon truc, c'est les deep talks. Non, c'est, tu sais, toutes ces discussions qu'on a avec nos potes, nos collègues, nos chéris, où en fait, tu commences à refaire le monde sur un sujet assez profond et moi, c'est le genre de discussion où le soir, tu poses ta tête sur l'oreiller et tu te dis, waouh, j'ai eu une discussion incroyable, quoi. Et j'ai eu quelques discussions comme ça, des deep talks où je me suis dit, purée, c'est dommage qu'il n'y ait pas un micro et qu'on n'en fasse pas un podcast, quoi. Du coup, qui te transporte, quoi. Ouais, grave. Ok. Et une chose que tu n'aimes pas? Je dirais le fait de confondre la culture et l'intelligence. Ok. En quelques mots, du coup, c'est quoi la différence? Sujet. Bah, il y a une citation de Jean Piaget, un philosophe. Alors, je le dis souvent à mes candidats, à mes clients, etc. Jean Piaget, il dit l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et je trouve qu'on a tendance souvent à confondre la culture et l'intelligence, alors que l'intelligence, il y a un côté beaucoup plus active, dynamique que la culture, qui est importante. Mais ça nous permet en fait de différencier les deux et du coup de pas se dire que cette personne n'est pas intelligente, mais juste que cette personne a une culture qui est différente de celle que nous on a pu connaître de par l'environnement dans lequel on a été, quoi.
Trop bien, j'aime beaucoup cette citation. Et troisième petite question avant de commencer l'épisode. Est-ce que tu as, normalement, tu as dû ramener un objet fétiche avec toi? C'est ça. Pour la petite histoire, j'avais fait un vieux podcast il y a 3 ans qui s'appelait Sans Pipo et je demandais ça aux gens et je me suis dit que j'allais faire revivre ça pour la saison 2. Quel est du coup ton objet fétiche? J'ai stressé parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais ramener? C'est génial. Donc, alors sérieux, parce que du coup, les gens ne verront pas. Tu veux le décrire? Alors tout à l'heure, je pense qu'on fera la photo et vidéo, donc tu auras la jaquette de l'épisode avec. Mais donc c'est un pull, on dirait un pull de Noël avec écrit dessus 4 dads. Et donc tu as 2 chats, Sunny et Sherlock, qui sont tes chats. C'est ça. Trop bien. Ouais, exactement. C'est un pull qui a un bonnet de Noël et l'autre qui a des trucs, un serre-tête de cerf. En plus, les images correspondent tellement à leur caractère. Mais Sherlock, très timide, Sunny, l'extraverti, charismatique, tu vois. Mais ouais, c'est un pull que ma copine m'a offert. Trop mignon. Et qui symbolise, parce que j'essaie de trouver une signification derrière, mais qui symbolise un peu l'équilibre vie privée, vie pro. Ok. Tu peux être un objet de négo d'ailleurs. Tout un sujet grave. Mais d'ailleurs, il y a eu le Covid et puis on a dû se mettre en télétravail. Puis tu le vois aujourd'hui, il y a de plus en plus de retours au bureau. Il y a des personnes qui se sont engagées, qui sont parties à distance et qui doivent revenir parce qu'il y a de moins en moins de postes. J'ai l'impression qu'on a raté quelque chose et qu'en fait, au final, je vais faire une réponse de Normand, mais en vrai, il faudrait une solution qui convienne à tout le monde, que tu veuilles être chez toi ou au bureau. Ouais. Je comprends les problématiques de chacun, mais voilà, ce pull, c'est un peu ma vie perso et c'est par la qualité de ma vie perso que je peux me donner à fond dans ma vie pro. Ça marche. Du coup, voilà. Ok, donc on salue Sunny et Sherlock qui nous écouteront avec attention et qui mettront un 5 patounes sur Apple Podcast. Coucou mes bébés. Trop bien. On va parler du coup négociation et non pas chat, même si étant moi aussi du coup cat dad, on pourrait en parler pendant très longtemps. On pourrait même faire un épisode de podcast avec des chats, ce serait très drôle. Tu leur mets le micro et tu le fais ronronner. Bon après ça part en ASMR. On va parler négociation. La première question que j'ai pour toi, c'est quoi la négociation? Comment tu définirais ça? Parce que je pense que les gens vont s'imaginer, mais attends, mais de quoi ils vont parler? Dans quel domaine? C'est quoi pour toi la négo? Tu sais, juste avant de te répondre, avant d'arriver ici, j'étais posé dans un café et juste avant de partir, je demande à ma voisine si je te dis négociation, à quel mot tu penses? Je te jure, c'était juste tout à l'heure. Et elle me dit commerce. Et c'est trop drôle parce que tu tapes négociation sur Internet, tu l'associes à ça. Bien sûr. Et moi, pendant très très longtemps, tu me disais négociation, pour moi c'était destiné au commercial qui est dans la centrale d'achat de Carrefour et qui va négocier le prix des matières premières. Alors qu'en vrai, j'avais vu une étude passée qui disait 80% des décisions que nous prenons impliquent une autre personne et donc impliquent une négociation. Donc pour faire simple, une négociation, c'est la recherche d'un accord avec une personne qui est entre moi et ce que je désire et qui a le pouvoir de me dire non. Ok. Tout simplement. Très bien fait. En recrutement, du coup, c'est quoi tu négocies quand? Tu négocies toujours à la fin? Est-ce qu'il y a des négos, tu penses, avant? Tu négocies tout le temps. Tout le temps, en fait. Ouais, tu passes ton temps à négocier. Tu négocies avec tes hiring managers. Tu négocies pour rejoindre l'entreprise. Tu négocies avec tes candidats. Tu peux négocier avec tes clients. Enfin, la négociation, elle est omniprésente, d'autant plus dans le recrutement. Mais elle est aussi présente dans nos vies perso. Donc voilà. En fait, tu as 2 types de négociations. Et je préfère les distinguer parce que je vais me concentrer que sur une négociation. Okay. Tu as les négociations qu'on dit distributives et tu as les négociations intégratives. Donc la négociation distributive, en fait, il va y avoir une compétition pour une ressource limitée. Donc en fait, tu vas avoir un gâteau fixe et chaque partie va vouloir la plus grande part. Donc un exemple, je te vends une voiture. Moi, en tant que vendeur, mon objectif, c'est de te la vendre le plus cher possible. Et toi, en tant qu'acheteur, c'est de l'acheter le moins cher possible. Chaque euro à la hausse, c'est un euro que toi, tu vas dépenser davantage, quoi. Et en face, tu as les négociations qui sont intégratives, où en fait, tu vas créer une collaboration, une connivence avec ton interlocuteur pour créer des solutions gagnantes-gagnantes. Et en fait, on va d'abord essayer d'agrandir le gâteau pour tout le monde et ensuite de couper les parts. Et l'exemple typique, tu vois, c'est une négociation salariale. En fait, c'est toute négociation où va y avoir un après la négociation. Ouais. Tu vois, quand je te vois une voiture et t'es le parfait inconnu, oui, tu reviens plus, quoi. L'objectif, c'est de maximiser mon gain et basta, quoi. Alors qu'une négociation salariale, tu veux pas juste que ton candidat signe et que du coup, sur ton joli tableau Excel, t'as une ligne verte en plus pour dire « Hey, j'ai une nouvelle personne de closer », mais tu veux que ça soit un collaborateur qui soit hyper motivé et qui se dise « J'ai été payé à ma juste valeur ». Tu veux pas qu'il soit
en fait, qui résiste à la première contre-proposition qui va arriver, ou même, on a tous, je pense, vécu ça. Il te dit oui, il signe et il te fait un bon gros ghosting le jour J, tu vois, et il débarque pas, quoi. Du coup, ce genre de négociation, c'est moi ceux qui m'intéressent le plus, parce qu'en fait, ça fait appel à énormément d'écoute et de créativité. Et en vrai, je devrais pas dire ça, mais si quelqu'un voudrait s'arrêter dans l'épisode là, maintenant, en vrai, la négociation, c'est ni plus ni moins qu'un subtil mélange entre deux choses. De l'écoute, donc une écoute active, non pas pour répondre, non pas pour convaincre, mais pour comprendre ton interlocuteur, et de la créativité. Et ce que je devrais dire aussi, c'est une écoute non pas seulement ton interlocuteur, mais aussi de toi-même. On va en parler tout à l'heure. Quand on va parler comment tu réagis par rapport à ce qu'on te dit. Ouais, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, jusqu'où je suis prêt à aller, quelles sont mes alternatives, etc. Donc il y a une première partie qui est hyper importante, c'est l'écoute de soi. Deuxième partie, l'écoute de l'autre. Donc ça, c'est l'écoute. Et dès que tu as l'écoute, dès que tu as la data, c'est de la créativité. C'est comment on peut imaginer des scénarios où chacun va maximiser ses gains. Et du coup, c'est ça qu'on appelle les négociations intégratives. Ok. Donc du coup, c'est ce que tu vas nous dire aujourd'hui, parce que finalement, ça passe bien en recrutement. Question pour toi, pourquoi est-ce que c'est important comme sujet? On pourrait dire que c'est un sujet entre guillemets mineur du recrutement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est hyper important la négo? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, tu le vois en ce moment, enfin, le marché est en train de redémarrer, mais il y a eu une grosse tension. Hein. Je pense qu'on est beaucoup. Je pense toujours des hauts et des bas. Hein. Depuis que j'ai commencé à recruter, ça fait n'importe quoi. Hein, surtout sur les profils les plus pénuriques, mais en tout cas, clairement, premièrement, il y a un contexte concurrentiel qui est intense. En fait, le marché est plus tendu avec une concurrence qui est accrue pour les meilleurs talents et les meilleures opportunités. Et en fait, lorsque tu sais bien négocier, ça va te permettre de te démarquer, de sécuriser les meilleures conditions. Et de t'assurer en fait que les candidats, que tu sois candidat, recruteur ou freelance, d'obtenir le maximum de ce que tu aurais pu obtenir malgré la compétition. Voilà. La négociation, ça concerne tout le monde. Moi, avec ma boîte qui s'appelle Ikea, j'ai 3 types de clients, tu vois. Les premiers, c'est les candidats, que ce soit une négociation salariale pour un process ou un entretien annuel. On demande une revalorisation salariale. Mes deuxièmes clients, c'est les recruteurs qui sont dans les entreprises et en fait qui ont besoin de savoir mieux négocier pour closer plus de candidats et surtout les meilleurs collaborateurs. Et enfin, c'est les freelances. Tu vois, encore vendredi, j'ai une nouvelle cliente et qui est freelance depuis 4 ans, tu vois, qui a un TJM. Je crois qu'elle est à 400 et qui trouve que son TGM est trop bas et qui aimerait que je l'aide à négocier un meilleur TGM. Donc tout ça fait que c'est hyper important de savoir négocier. T'as un autre élément qui est hyper important, surtout dans le recrutement, c'est le renforcement des relations. Tu sais, combien de fois on a entendu des gens dire oui, moi j'ai un vivier de candidats, etc. Et en fait, la plupart du temps, les négociations, elles se font avec des personnes où ça ne réussit pas toujours une négociation. Et du coup, si tu réussis bien à la faire, eh ben, tu as une personne qui peut revenir par la suite. Donc ça, c'est hyper important. Oui, c'est quand on dit que la vente devient plus relationnelle que transactionnelle. Là, tu pourrais dire la même chose en fait. Enfin, t'achètes pas parce qu'on te vend un truc qui est cool, parce que tu fais confiance à la personne et donc t'as envie d'acheter quoi. Là, c'est pareil pour la négo. Si tu casses ta relation, notamment quand ton salarié après arrive, c'est pas cool quoi. Tu vois, ce genre de négociation où tu veux la maximum de part du gâteau, convaincre absolument que c'est ça. Ça marche une fois. Ouais, c'est ça. Sauf que ce candidat va devenir un collaborateur. Exactement. Ce candidat va devenir un ambassadeur à l'extérieur, même si c'est plus un collaborateur. Donc c'est juste hyper important. Ok. Et ça me fait penser à un truc. J'ai oublié de le dire tout à l'heure et que je dis souvent à mes clients. En fait, t'as plein de personnes qui stressent par rapport à la négociation, par rapport aux enjeux, etc. Et moi, j'ai tendance à leur dire qu'une négociation qui est réussie, c'est finalement une négociation où t'as réussi à exprimer clairement ce que tu désires, où tu as réussi à comprendre parfaitement ce que veut ton interlocuteur, où tu as réussi à créer une connivence, une relation de travail mutuel avec lui, où vous avez essayé d'imaginer tous les scénarios possibles qui sont gagnants-gagnants. Et tu sais quoi, si à la fin, tu n'as pas réussi à trouver un accord, c'est OK. Peut-être que ta négociation va reprendre à un autre moment. Et je leur dis, tu sais, c'est comme un date, quoi. C'est comme stresser un date en pensant à la fin de ce date. Non, tu vas à un date pour rencontrer quelqu'un, pour parler un peu de toi aussi, tu vois, découvrir l'autre personne, passer un bon moment. Et s'il n'y a pas closing, c'est OK, tu vois. Du coup, c'est ça une négociation aussi, tu vois. C'est juste les éléments que je viens de dire. Un autre élément, alors là,
les ressources limitées. Je pense que ceux qui nous écoutent vont se sentir concernés. Tu sais, après le Covid, il y a eu levée de fonds sur levée de fonds, tout le monde levait, et des 100 millions par là, et des 200 millions par là. Pour tout et n'importe quoi, bon, ce sera pas de nom de boîte, mais... Ouais, clairement. Et aujourd'hui, en fait, tu as des ressources qui sont de plus en plus limitées, on a des budgets où on va clairement sur l'efficacité, ce qui est pas plus mal parce que je trouve que ça apporte un côté très pragmatique, en fait, à l'argent, à quoi elle sert. Et en fait, négocier, ça devient un outil qui est juste essentiel pour maximiser les avantages que tu vas en tirer avec des moyens qui sont limités. Et là, c'est typiquement, une fois, j'ai une recruteuse, elle me dit, écoute, jusqu'à maintenant, on avait un budget quasiment illimité et du coup, le plus dur, c'était juste de trouver le bon candidat, mais on savait que la proposition qu'on allait lui faire, elle était impossible de dire non, quoi. Et aujourd'hui, on a un budget qui est beaucoup plus restreint et j'ai l'impression de moins recruter. Est-ce que tu peux m'aider sur ce sujet-là? Et que tu sois freelance aussi, hein, tu vois, ça te permet d'obtenir des offres et des contrats qui sont plus équilibrés et avantageux, quoi. Ok. Donc, tu as le contexte, le côté macroéconomique, tu as le fait que tu as un lien qui va être un lien durable. Tu as ce que tu me dis là, donc alors, dans des gens grands groupes, etc., tu peux avoir des ressources qui sont illimitées, mais pour le coup, dans la plupart des communs des mortels, on a des ressources des fois limitées que tu as à mettre sur la table quand tu négocies. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes aujourd'hui, qui rendent la négo importante aujourd'hui? Ouais. Un autre élément auquel je pense, c'est l'alignement de tes valeurs. En fait, quand t'es recruteur, tu vois, t'as ton patron qui te paie, et puis tu dois embaucher, et puis t'as un plan, etc. Puis je trouve que moi, j'ai déjà été dans des situations, tu vois, où je suis face à un candidat, où je me dis, ce serait une super personne pour cette boîte, mais je sais pas si ce serait la bonne opportunité pour lui, quoi. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu stresses, parce que tu te dis, mais attends, j'ai pas 15 000 personnes qui répondent à mes messages. C'est pas évident. Et je trouve que quand tu réussis mieux en négociation, t'as moins de pression, en fait, tu vois. Tu sais que tu vas pouvoir closer les meilleurs candidats. Et on nous parle, tu vois, souvent dans le recrutement de funnel, tu vois, de l'entonnoir où t'as beaucoup de gens qui au début et puis une personne qui va signer. Moi je dis l'objectif, c'est un peu comme une bonne annonce, tu sais, qui sélectionne autant qu'elle désélectionne. Mais l'objectif c'est pas un entonnoir, en fait c'est une paille. T'as une personne qui rentre et la personne elle close à la fin. Et moi tu vois dans ma précédente expérience, j'étais loin d'être la personne qui faisait rentrer le plus de candidats en début de process. Mais je faisais partie des gens qui closaient le plus, quoi. Et en fait, savoir négocier, ça te permet aussi d'avoir cette chance-là. Et j'ai même eu des recrutements réussis par des personnes qui avaient refusé une proposition et qui m'a dit « Je vais pas travailler avec toi, mais j'ai quelqu'un à te recommander et le voici ». Et d'ailleurs, je l'ai refait aussi en tant que freelance pour un client. Donc voilà, ça te permet aussi en tant que recruteur, tu vois, de embarquer quelqu'un sur le bateau qui est ton entreprise tout en restant aligné avec tes valeurs. Ok, trop bien. Et dernier élément, je pense que tout le monde a déjà entendu parler d'un certain ChatGPT. Je sais pas si tu connais. Moi, je connais pas. Je connais les chats, du coup, mais non, pas plus que ça. Mais non, mais tu le vois en ce moment, déjà, toutes les boîtes qui sont en train de sortir, c'est tous des boîtes sur l'IA. Même les boîtes actuelles qui pivotent vers de l'IA, qui en ajoutent à leurs produits actuels. Exactement. Et d'ailleurs, il y a tout et n'importe quoi sur ces sujets-là. Il y a de tout et n'importe quoi. Magnifique. Bravo Léo. Magnifique. Et quel est le lien entre IA et Nego, du coup? En fait, l'avènement de l'IA, elle a changé complètement la dynamique du marché du travail. Moi, j'ai pas envie de faire partie de certaines personnes qui disent non mais c'est catastrophique, l'IA, on va perdre notre job, etc. J'ai lu un bouquin qui parlait de ça et qui disait quand il y a eu la révolution industrielle, les gens pareil, ils étaient en mode mon Dieu, on va perdre notre job, etc. En fait, ce que ça a fait, c'est que ça a juste changé nos tafs. Et en fait, savoir négocier, ça va te permettre de démontrer la valeur unique que tu as en mettant en avant des compétences comme la créativité, l'adaptabilité, la communication interpersonnelle. Et en fait, c'est super cool. En fait, c'est une bonne nouvelle. C'est ça que je veux dire avec l'avènement de l'IA, parce que ça va nous permettre de nous concentrer sur ce qui compte le plus pour nous. Donc voilà. C'est pour ça que c'est encore plus important de savoir négocier. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de la négociation, mais je pense qu'on va en parler de plus en plus parce qu'en fait, les périmètres vont se raccourcir et en fait, ça va rester par contre, tu vois. Parce qu'on va demander à ChatGPT de négocier pour toi, c'est autre chose.
Peut-être qu'on dit ça et dans genre 2 mois, tu sais, il y aura GPT-5 qui fera mieux en fait que de ça. Mais du coup, on a bien compris en effet le pourquoi et c'est vrai que c'est vraiment majeur. Avant qu'on passe du coup au comment et ta recette magique pour faire de la négo que t'as en plusieurs parties, est-ce que il y a des choses des éléments entre guillemets intérieurs ou extérieurs qui vont perturber tout ça, un guide d'intro qui pour toi sont importants à maîtriser? Ouais, il y en a carrément. Story time. Je vais te parler un peu de mon rapport à la négociation. En fait, je suis passé par plusieurs étapes. Avant de faire du recrutement, pour moi, la négociation, je me suis dit, c'est le vendeur en centrale d'achat de Carrefour qui négocie le prix du riz, quoi. Donc, je l'ai pendant très très longtemps ignoré. Pour moi, ça me concernait pas. Et ensuite, j'ai fait ma reconversion dans le recrutement. Je me vois tout jeune recruteur, tu vois, j'étais chez KB et en fait, je devais recruter des freelances. Ça devait se faire, en plus les appels devaient se faire en open space, donc il y a tout le monde qui t'écoutait. Et là, j'étais en train de me pisser dessus, tu vois. J'étais en mode, mais je sais pas négocier, je sais pas faire, tu vois. Donc, et puis pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, hein, tu sais, on craint la négociation parce qu'on l'associe à des sentiments qui sont très douloureux, très frustrants, etc. Puis ensuite, j'ai un peu appris sur le tas. J'ai réussi quelques négociations et là, t'as un excès de confiance. Tu te dis, mais en fait, négocier, c'est comme respirer. Tout va bien. Jusqu'au jour où tu tombes sur quelqu'un qui maîtrise mieux la négociation que toi et où tu te casses les dents. Donc, je suis passé par plusieurs étapes. Mais pour répondre à tes questions, ouais, il y a plusieurs choses qui influencent notre rapport à la négociation. Moi, j'en ai identifié 5, tu vois, mais il y en a plein d'autres. Le premier élément, c'est la culture. En fait, les attitudes envers la négociation vont différer selon les cultures. T'as certaines cultures qui vont favoriser une approche de la négo plus directe, plus confrontante, alors que d'autres vont privilégier une approche plus indirecte et conciliante. Et moi, j'ai eu des candidats pour qui parler de salaire, parler de négociation, c'était hyper compliqué pour lui. Il disait en mode oui, tout à fait. Et en fait, ça lui allait pas du tout. Donc, la culture a un impact énormément. Le deuxième élément qui impacte énormément, c'est ta personnalité. En fait, les individus, ils ont des styles de négociation qui sont différents en fonction de leur personnalité, ton estime en toi, la confiance en toi, ta tolérance au conflit, hyper important. Ça peut influencer la manière dont quelqu'un va aborder une négociation. Et souvent, j'ai vu un exemple de personnes, tu vois, qui sont en mode, typiquement, tu vois, c'est l'extraverti, tolérant au conflit, tout va bien, etc. Qui se pense à l'aise en négociation et qui va vouloir passer en force, en fait, dans la négo. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du nœud gordien. Ça me dit un truc, mais je saurais plus te dire ce que c'est. Mais en fait, l'expression nœud gordien, ça désigne métaphoriquement, je vais y arriver, un problème en fait qui ne présente pas de solution apparente et qui est finalement résolu par une action radicale. Et pour la petite histoire, ça vient de l'Antiquité. C'était un nœud qui était impossible à défaire. Et on racontait que celui qui parviendrait à le dénouer pourrait devenir le roi de toute l'Asie. Et en fait, Alexandre le Grand a réussi, mais il l'a tranché avec son épée. Et ce que je veux te dire par là, parce que j'ai pas divergé, c'est que si tu tiens à la réussite de ta négociation, prends le temps de résoudre les problèmes. Ne coupe pas la corde alors que tu peux défaire les nœuds. En fait, couper les cordes, passer en force, ça va te donner une sensation de victoire, mais qui reste finalement qu'une sensation lointaine de la réalité. Parce que ouais, super, t'as réussi à convaincre ton candidat de signer dans ta boîte, mais il va pas venir le jour J, ou il va pas être un collaborateur, ou alors il t'attend dans 1 an à l'entretien annuel parce qu'il est vexé et qu'il pense qu'il est pas payé à sa juste valeur. Donc, c'est très très important de tenir compte aussi de l'autre personne. Et en fait, j'ai une cliente qui me dit ouais mais attends, d'un côté tu me dis il faut à fond écouter l'autre, hyper bienveillant, etc. Et d'un côté tu me dis il faut défendre ses positions et être ferme. Et j'ai trouvé une phrase qui vient de nos voisins d'outre-Atlantique, les Américains. Une phrase, donc en anglais c'est soft on people, tough on issues. Donc ce qu'ils veulent dire en fait par là, c'est que tu peux être à la fois l'un et à la fois l'autre. Donc par soft on people, c'est faire preuve de respect, d'empathie, de considération et en même temps tough on issues, tu vois, défendre fermement tes principes, tes positions et tes objectifs. Et finalement en fait, le bon négociateur ou la bonne négociatrice, c'est celui qui arrive à trouver l'équilibre entre les deux, entre cette empathie, compassion, écoute de l'autre et cette défense ferme de ses opinions, quoi.
Un peu comme c'était le livre Radical Candor. Je connais pas. C'est pareil, c'est ce que tu dis là, hein, c'est sur les feedbacks où en gros tu peux faire un feedback qui sur la forme est doux et caring et sur le fond par contre tu vas vraiment adresser les problèmes et pas faire genre le faux feedback en mode c'est bien ce que t'as fait hein. Par contre et après du coup tu fais ça s'appelle les feedback sandwich. En fait du coup les gens ils retiennent que le négatif. Alors que du coup si ton feedback il est comme tu dis authentique et tough sur le pourquoi, enfin sur le fond, c'est très bien. Et d'ailleurs ça me fait une bonne transition parce que un autre élément c'est la communication. Ok. La communication influence énormément en fait ta négo et tu vois trop de personnes qui préparent leur négo, ils sont en mode stratégie, bam, qui ont tous les termes, zap, batna, etc. On y reviendra tout à l'heure. Et en fait, leur langage corporel, le ton, etc. détruit totalement tout le reste quoi. Pas cool. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais là j'invite les personnes à se renseigner sur tout ce qui est communication non violente, méthode avec ses 4 piliers, donc c'est observation, sentiment, besoin, demande. Il y a un bouquin qui est très bien, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et un jour, j'ai eu un débat avec Coralie, mon ancienne manageuse, et on se dit en fait, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on a du mal, en fait, on sait pas faire les feedbacks. Tu vois, soit ton feedback il est trop hardcore et tu blesses la personne, soit en fait il est trop fake et en fait t'aides pas la personne à progresser. Et c'est un équilibre à avoir. Mais clairement la communication elle est hyper importante. Un autre élément, c'est ton objectif. En fait, si ton objectif c'est de trouver le meilleur accord financier, ou si ton objectif c'est la préservation des relations à long terme ou le respect de principes moraux, ta négociation va pas être du tout la même. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de connaître tes objectifs. Et quand on dit ça, souvent, les gens, ils ont l'impression que les objectifs de chacun, les intérêts de chacun sont contradictoires, alors qu'elles ne le sont pas toujours, moins souvent que ce qu'on pense. Une petite histoire que me racontait Nicolas Galita à l'école du recrutement. T'as 2 gamins qui sont en train de se disputer parce qu'il n'y a qu'une seule orange. Tu connais l'histoire ou pas ? T'as 2 gamins qui sont en train de se disputer une orange, et puis il y a leurs parents qui arrivent, ils cherchent pas à comprendre, ils prennent l'orange, ils la coupent en 2, et allez hop, une moitié à chacun. Et voilà, un scénario gagnant-gagnant. Lui, tu vois, c'est pas Alexandre le Grand qui coupe la corde avec son épée, mais tu vois, avec le couteau, il coupe l'orange. Alors qu'en fait, si il avait demandé à ses enfants pourquoi ils voulaient l'orange, eh ben ils auraient compris que l'un voulait le zeste de l'orange pour faire un gâteau et l'autre le jus. Exactement. Et qu'en fait, toi qui pensais que c'était un scénario gagnant-gagnant, en fait, c'est un scénario perdant-perdant. T'as donné moins de zeste à l'un et t'as donné moins de jus à l'autre. Et c'est ce que je fais souvent avec mes clients. Je les invite vraiment à essayer de faire preuve d'empathie, empathos, quoi, vraiment littéralement du terme, et essayer de comprendre les intérêts de l'autre personne. Et du coup, à partir de là, d'imaginer des scénarios où, voilà, bah, peut-être que tu veux le zeste et moi je veux le jus, mais trop bien. Bah, on peut avoir le maximum des 2 côtés. Encore une fois, on n'est pas dans des négociations distributives où on se vend une voiture, mais sur des relations qui sont sur... et qui vont construire sur le long terme, quoi. Sur du long terme, voilà. T'en avais une toute dernière rapidement. Ouais, et t'as un autre élément qui est hyper important, c'est les fausses croyances. Ouais. Je sais pas si toi, est-ce que t'as une fausse... Enfin, est-ce que t'as une croyance ? Si je te dis négociation, c'est quoi pour toi quelque chose qui fait que tes négociations sont réussies ? Ah, c'est une super bonne question. Moi, je ne suis pas préparé à tes questions. En vrai, ouais, bah, je pense que... Donc, tu me demandes si j'ai une fausse croyance ou tu me demandes quelle est ma croyance ? Si t'as une croyance, ouais. Peut-être qu'en vrai, c'est une... Mais ton histoire de l'orange, elle l'illustre bien. En fait, ça toujours... faut vraiment comprendre exactement ce que veulent les parties. Et sinon, du coup, ta négo, elle est pétée. Et t'as des gens qui foncent droit dans le tas, par exemple, sur le salaire. Tu vois, typiquement, un truc, c'est les candidats, souvent, c'est pas que le salaire qui est intéressant pour eux. Ouais, certes, c'est la base. Il faut que tu sois bien payé, il faut que t'aies ça. Mais à partir du moment où tu passes un certain niveau de salaire, c'est pas forcément que ça qui compte. Et tu vois, genre, on parlait avant d'enregistrer là, mais l'idéal serait d'avoir des boîtes, tu vois, qui proposent le format aux gens en fait comme ils veulent, sur le télétravail, sur ce que tu veux, t'as des gens qui veulent travailler 4 jours par semaine, go, des gens qui veulent arrêter de travailler à 16 heures pour kiffer le reste de leur journée, s'ils commencent le matin à 7 heures, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Donc ouais, je dirais une croyance, c'est que tu dois vraiment hyper comprendre quels sont les drivers des gens en face de toi pour ça. Ça, du coup, c'est une fausse croyance? Non, c'est une vraie croyance. Bravo. Attends, un terreau là. Non mais attends, parce que je dis vrai, faux croyance. Petit disclaimer, je sais pas, petite info, mais tout ce que je dis là sur la négociation, en fait la négociation elle dit beaucoup de toi, hein, et c'est ma vision de la négociation. Bien sûr. Tu vois, bien sûr, je me suis tapé des bouquins de Vlos, de Fischer, de Uri, de Berkhoff. J'ai lu énormément, mais ça reste que ma vision. Ok. Et c'est peut-être pas the vision de la négociation. Ouais, une fausse croyance qui est assez
présente, c'est que une négociation réussie, c'est une négociation où on fait des compromis. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Et en fait, moi, ce que je dis à mes clients, c'est alors, je vais t'inviter à chercher le compromis et à ne pas chercher le compromis. Et là, ils sont en mode what the fuck, mind blown. Tu vois, ouais, c'est ça. En fait, pour la petite histoire, et je vais essayer d'être le moins chiant possible, le mot compromis, en fait, il vient du latin compromissum, qui signifie littéralement promis ensemble ou promesse mutuelle. Mm-hmm. Il est composé d'un préfixe com, qui signifie ensemble, et du verbe promittere. Je sais pas pourquoi chaque fois promittere, j'ai envie de le dire en italien, promittere. Promittere. Je suis pas fait italien du tout. Et en fait, ça signifie promettre. Du coup, promittere. Et en fait, le mot compromis, il est apparu dans la langue française au XVIe siècle et il était utilisé à l'époque, dans le contexte juridique, pour désigner un accord entre deux parties qui voulaient résoudre un litige sans recourir à la justice. Donc, ils cherchaient une promesse mutuelle. Et en fait, au fil du temps, son sens s'est élargi pour désigner plus généralement un accord dans lequel chaque partie fait des concessions pour arriver à un consensus. Du coup, si tu cherches le compromis du XVIe siècle, ouais, vas-y, cherche, parce que c'est hyper important de trouver cette promesse mutuelle avec ton interlocuteur. Si c'est le compromis d'aujourd'hui, fais attention, tombe pas directement dans ce piège-là. Et un exemple pour montrer qu'il faut faire attention au compromis et au « viens, on coupe la poire en deux ». J'ai un ami que je connais. Non, en vrai, c'est moi. Je vais arrêter. C'est juste que j'avais... Ouais, c'est le classique, j'en sais pour un ami. Ouais, c'est pour un ami, c'est ça. Mal assumé, mais c'est pas grave. Pendant longtemps, j'ai utilisé Blablacar, tu sais, pour le covoiturage. Et en fait, quand je négociais avec, moi, j'avais pas le permis, et quand je négociais avec la personne qui conduisait, moi, je voulais pas aller jusqu'à elle voulait pas aller jusqu'à moi, et du coup, on se disait, viens, on coupe la poire en deux, et on fait un compromis, quoi, tu vois. Donc, la personne, elle habitait au point A, moi, j'habitais au point C, et je lui disais, viens, on se retrouve à équidistance, et on se retrouve au point B. Ouais, sauf que j'habitais au point B. Du coup, il faut faire très très attention quand on te dit, je te propose qu'on coupe la poire en deux, parce que tu me diras ton profil Blablacar que je ne te demande jamais de venir. Là, je suis grillé, quoi, tu vois. Au dernier mois, je crois que je suis à 4,8, 4,9 sur 5. Très bien. Mais ouais, c'est marrant. Faire très attention quand on te dit couper la poire en deux, parce que tu sais jamais qui est le couteau et qui est la poire. Bien sûr. Tu pourrais pareil des revendications salariales côté candidat comme côté employeur. La valeur sur le marché ou le salaire proposé, tu sais pas en fait d'où ça vient, et les gens peuvent faire semblant de partir plus haut, et c'est un peu le problème d'ailleurs des startups, mais c'est le fake it till you make it. Ça marche jusqu'à ce que ça marche pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu chaud. Ouais, clairement. Très bien. Voilà. Donc on a plein de choses en tête de quoi faire attention. Maintenant du coup t'as ta méthode magique. Tu m'as dit que tu avais à peu près 6 étapes dans ta méthode. Donc on va la dérouler petit à petit, qui du coup permettent en fait à la fin d'être heureux dans ta négo et d'avoir ce que tu veux. La première chose, évidemment, je suppose que c'est quoi ? C'est avoir un objectif à peu près. Ouais. En fait, la première question, elle est hyper importante et elle paraît bête, mais simple et basique, c'est qu'est-ce que je veux ? Oh. Ah ouais, j'aurais jamais pensé à ça, tu vois. Non mais, tu vois, arrête, je suis trop naïf. Non mais, c'est, en fait, quelle est la vraie question qu'on est en train de négocier là ? Est-ce que le problème, tel que moi je le pose, il est bien posé ? En fait, l'objectif de ça, c'est de pas se tromper de négo en essayant en fait de clarifier nos pensées. Et petite astuce, pour savoir si ce que tu es en train de négocier vaut vraiment le coup, c'est de répondre à cette question. Si je l'obtiens, est-ce que je vais être satisfait ? Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, la réponse, elle est pas toujours oui, tu vois. C'est vendredi, là, j'ai eu un appel avec une cliente, du coup, que je vais accompagner. Celle que je disais tout à l'heure, elle est freelance. Et en fait, j'ai souvent des clients qui viennent, qui me disent quelle couleur de pull ils veulent. Et moi, je suis en train de leur dire, est-ce que c'est un pantalon dont tu as besoin ou pas, finalement ? Et là, elle était en train de me dire... en fait, je suis pas du tout content de mon TJM avec mon client et j'ai envie que tu m'aides à négocier un meilleur TJM avec un autre client. Je fais, ok, t'es à combien actuellement ? 400. Ok. Et si ton client actuel, il te donne 600 ? S'il te donne 700, tu resterais ? Ah, je sais pas. Et tu vois, elle s'est laissé oui, le problème, c'est le client, c'est pas, c'est qu'elle est pas heureuse dans c'est ça. Quoi. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu négocies et surtout d'essayer de négocier selon ta stratégie, à court ou à long terme, en fait. Parce que imagine, t'as ton 700 TJM et en fait dans 3 mois t'es toujours pas aussi nourri intellectuellement dans ton poste, c'est pas intéressant. Donc cette question elle est hyper importante et c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu dans une précédente expérience où j'ai eu plusieurs entretiens annuels avec mon ancienne manageuse
coucou Coralie. Et en fait, on a eu des entretiens qui sont trop bien passés, on s'entendait hyper bien, etc. Mais tu vois, les 2 derniers entretiens annuels, quand il s'agissait de salaire, c'était très compliqué, quoi. Moi, j'étais jamais content du salaire qu'on me proposait. Et elle m'a même avoué un jour, elle m'a dit, franchement, je les appréhende, nos entretiens annuels, notamment cette partie-là, parce que tout le reste, ça se passe bien, parce que j'ai l'impression que t'es jamais satisfait de ce que je te propose, quoi. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais ce qu'on me propose, c'est pas à la hauteur de à quel point j'en ai chié cette année, tu vois. Et en fait, j'ai réalisé en faisant des process avec d'autres boîtes, quand j'ai commencé à me mettre à l'écoute du marché, qu'en fait, mes prétentions de salaire étaient plus basses que ce que je demandais à ma manageuse. Parce qu'en fait, le sujet, c'était pas le montant qui était en bas de ma fiche de paye. Le sujet, c'est, bah écoute, je me suis éclaté pendant 3 ans chez Zenica. C'est une des plus belles ESN qui soit. Trop bien, cool. Mais là, pour atteindre votre prochaine étape, je suis pas la bonne personne et j'ai envie de voler vers d'autres horizons. Donc, cette question, elle est hyper importante et on passe pas mal de temps avec mes clients sur ça, sur qu'est-ce que je veux. Ok. T'as un autre élément aussi dans ce que je veux, c'est qu'est-ce que je risque de perdre si la négociation n'aboutit pas. C'est quels sont les enjeux en fait. Et là, c'est le rapport bénéfice-risque. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Enfin, c'est pour ça que je recommande souvent aux gens en fait que tu sois accompagné ou pas dans la négociation, de le faire avec quelqu'un. Tu vois, parce qu'on a tendance à être biaisé, à maximiser le bénéfice, à maximiser le risque. Oh mon Dieu, s'il arrive ça, etc. La dernière fois, on a fait une masterclass avec Alexandre Hernandez. En fait, on a donné cours. Bah, grâce à toi, d'ailleurs. Grâce à toi, tu nous as mis en relation. Coucou Alex. Et le sujet, tu vois, c'était comment négocier son premier salaire. Et j'ai un élève à la fin qui nous pose une question et qui me dit, voilà, moi, je suis en alternance dans ma boîte. Apparemment, si tu négocies ton salaire, bah, ton salaire, il est gelé pendant plusieurs années par la suite. Bon. Tu parlais des fausses croyances tout à l'heure. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais je me dis, même si c'est vrai, tu sais, je lui ai dit, bon, 1, c'est important de checker si c'est vrai, mais 2, ah oui, et il me dit, comment je peux faire pour minimiser le risque et maximiser mon bénéfice? Comment je peux faire une négociation sans que ça passe pour une négociation? Je lui dis non. Je lui dis, je vais être honnête avec toi. La question, c'est, est-ce que tu as envie de rester dans une entreprise qui te punit parce que tu as négocié? Ouf. Tu vois, donc parfois on se pose des questions et en vrai, c'est une autre question qui est sous-adjacente. Donc voilà, il y a un autre élément qui est hyper important aussi, c'est quel serait pour moi un résultat acceptable. En gros, quelle est ma limite? On en parlera tout à l'heure. C'est le minimum en dessous duquel t'es pas ok, quoi. Enfin, c'est. Ouais, c'est ça. En fait, ça te met un cadre. L'idée, c'est aussi de deviner la limite, d'interroger, on en parlera tout à l'heure, mais d'interroger notre interlocuteur sur sa limite. Et en fait, ma limite et ta limite va nous donner ce qu'on appelle la zone d'accord possible. Et en fait, tu vois, si on reparle tout à l'heure de la voiture, si moi, ma voiture, je suis prêt à la vendre minimum à 10 000 euros et que toi, t'es prêt à l'acheter maximum à 5 000 euros, ben en fait, on est en dehors de la zone d'accord possible, quoi. Et du coup, il n'y a pas de négociation. Du coup, c'est hyper important. Un autre élément aussi sur ce que je veux, c'est sur quoi je suis flexible. Ok. Il y a des trucs, tu vois, c'est un peu comme dans une annonce, les must-have, les nice-to-have, les trucs sur lesquels je suis intransigible et tu vois, je les laisse pas passer, ou d'autres où ouais, je peux les mettre sur la table en échange peut-être de quelque chose qui m'intéresse davantage. Et enfin, un autre élément, c'est quel type de stratégie t'as. Est-ce que tu as une vision à court terme, à long terme? Si par exemple, tu es sur une vision à long terme, bah, n'hésite pas à remettre la négociation à une autre fois. Parce que je préfère que tu fasses ça et que... quand la situation est peut-être plus favorable à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Que ça soit un truc toxique, quoi. Bien sûr. Tu vois, par exemple, t'es pas content de ton salaire et tu fais une demande d'augmentation de salaire. Bon. Ça se passe pas. La personne qui est en face de toi, elle veut pas augmenter ton salaire pour différentes raisons. Bah, tu peux lui dire un truc en mode, écoute, franchement, vu la situation, j'ai l'impression que ça va être difficile pour moi de te persuader d'augmenter mon salaire. Mais je suis vraiment, vraiment content de travailler avec les collègues, avec toi, sur ce poste. Et ce que je te propose, si ça te va, c'est qu'on fasse une réévaluation, peut-être dans 6 mois, après avoir accompli certains projets ou atteint des objectifs qu'on peut voir ensemble. Et comme ça, ce serait l'opportunité de revoir ensemble mes performances à la lumière de ce que on s'est dit et d'envisager un ajustement dans mon salaire. Est-ce que ça te va? Bah voilà, t'as pas eu ta négo maintenant. Ouais, tu décales un mais peu tu plus la tard. décales par la suite, quoi. Ok, trop intéressant. Voilà, sur la première question. Fais beaucoup de choses. Donc donc ça, c'est tout ce que tu veux, ce que t'es prêt à perdre, ce que t'es prêt ou pas à perdre, ce que ta limite, comme tu disais, ton minimum qui est acceptable. Ouais. Quand tu sais tout ça, qu'est-ce que tu fais ensuite? Alors, deuxième question.
tout aussi importante, c'est comment justifier ce que je veux. Okay. C'est mes critères. La raison derrière ta négo, quoi. Ouais. Pourquoi tu négocies, en fait. Ouais. Alors, option 1, ouais, je veux une augmentation parce que mon loyer a augmenté. Option 2, je veux une augmentation parce que j'ai benchmarké le marché. On est d'accord. Donc, en fait, l'idée derrière ça, c'est de négocier non pas sur des positions, je veux ça, non, je veux ça, maximum ça, etc. Mais en négociant plutôt sur des principes. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Roger Fisher, en fait, qui a écrit un bouquin qui est un peu la bible du truc, c'est Getting to Yes. Et l'idée, en fait, de négocier sur le principe, c'est que ça va t'emmener à des situations qui sont plus collaboratives, plus durables sur la durée, et t'éviter en fait tout ce qui est impasse et relations tendues. En plus, ça va te permettre d'identifier des solutions qui sont plus créatives, qui vont satisfaire les besoins de tous les parties et de toi et de la personne en face. Ouais, t'as une vraie raison derrière, quoi. Enfin, ouais, c'est pas juste pour le principe, quoi. Plutôt que diviser le gâteau. Okay. Il y a plusieurs éléments, et puis ça dépend vraiment de la négociation dans laquelle t'es. Mais un autre élément aussi, c'est ta grille de salaire. Et tu vois, pour ça, et j'en ai fait partie pendant très très longtemps. Aujourd'hui, j'essaie de faire plus attention. Mais en fait, t'as des entreprises qui n'ont pas de grille de salaire, et c'est galère pour les recruteurs. Mais t'en as d'autres qui ont des grilles de salaire. Mais même pour les entreprises qui ont des grilles de salaire, il y en a combien de recruteurs et recruteuses qui savent pourquoi leur dev Java Full Stack est payé 52K et pas 57K? Il n'y en a pas beaucoup quand même. Ouais, t'as la grille, mais t'as pas la raison derrière la grille, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est hyper important. On est là à dire à nos candidats, ouais, quel salaire tu veux? Ah ouais, tu veux ça, mais sur quoi tu te bases, etc. Ouais, d'accord, mais toi? Ouais, toi, sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases aussi? Et je pense que c'est hyper important. Il y a un truc à creuser sur ça. C'est en train de changer, hein, tu vois. Moi, je vois le super taf qui est fait par Shine, tu vois, Alan aussi, moi, je suis vraiment fan de une équipe people qui est dingue. On vous envoie du love, mais tu vois, où ils ont carrément affiché leur grille de salaire, etc. Mais ouais, en tant que recruteur, essaie de comprendre les montants qui sont derrière, et comme ça, tu peux vraiment le justifier auprès de ton candidat. En fait, tu vas exposer des faits. Tu vas dire, voilà, selon une étude X, le salaire moyen pour ce poste dans notre secteur et dans notre région, il est de 55 000 euros. Ok. Nous, on essaie d'offrir des salaires les plus compétitifs possibles qui vont refléter la valeur que tu apportes à l'entreprise et qui sont justes par rapport au marché. Tu vois. Et du coup, nous, le salaire qu'on te propose sur ça, c'est un peu plus, et on te propose 60 000 euros. Tu vois, et t'essayes de voir comment la personne. Mais au moins, la personne, tu lui as pas juste balancé un chiffre. Donc ça, c'est hyper important. Est-ce que ce que tu dis là, en fait, c'est pas tout simplement lié au fait que les différents acteurs, actrices d'une négociation, donc candidats et entreprises, en fait, se connaissent pas. Ils savent pas ce que veut l'autre. Clairement. En fait, la négociation, c'est quoi? C'est de la communication avec quelqu'un d'autre. Et parfois, tu vois, c'est un peu l'origine de plein de disputes. Bien sûr. Ouais, tu sais pas le point de vue de l'autre. Ouais, je pensais qu'il avait dit ça parce que ça, etc. Du coup, faut que tu arrives à comprendre ce que veut l'autre, quoi, en fait. Ouais, exactement. Mais vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est de l'écoute et de la créativité. Et là, tu vois, on est. Comment tu fais ça, du coup? Comment est-ce que tu arrives à identifier ce que veut la personne en face de toi, alors que tu sais pas toi, en fait? Ouais. Franchement, c'est pas évident. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu vois, quand je te dis qu'est-ce que je sais, je suis sûr de l'affirmative, tu vois, Bien sûr. ce que je veux, quelle est ma limite, etc. Là, on va passer en mode conditionnel. Quelle serait sa limite, etc. Mais clairement, l'objectif qui est derrière, tu le disais, c'est de faciliter la mise en place d'un processus coopératif, en fait, avec notre interlocuteur. C'est trop drôle, mais si tu vois la vidéo de 2 négociateurs experts qui discutent, en fait, celui qui a réussi à obtenir le meilleur accord de la négociation, c'est souvent le plus silencieux, parce qu'en fait, il a posé le plus de questions. Et en fait, ce que je dis, c'est un peu bateau, hein, parce que en tant que recruteur, on a été formé normalement, tu vois, pour écouter ce que nous dit le candidat, qu'est-ce qui est important pour lui, pour ensuite adapter la présentation de l'entreprise à ce qui est important pour lui, adapter la présentation du package à ce qui est déjà. Donc en fait, il y a plein de parallèles qui sont faits entre la négociation et le recrutement. Il y a une autre question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que j'ai à faire? Quel est son parcours? Comment la personne elle voit le problème? Qu'est-ce qu'elle met en avant pour justifier sa position? Comment elle l'explique? Qu'est-ce qu'elle a à perdre en cas de no deal? Si ça marche pas, quelle est son alternative? Sa BATNA, on en parlera tout à l'heure. C'est marrant, c'est un peu enfin, tout à l'heure, tu disais au tout début, la première partie qui était savoir ce que tu veux. En fait, là, c'est savoir, enfin, tu pourrais presque faire c'est un miroir. C'est un miroir, hein, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, quoi. Ouais. Je vais bientôt partager un tableau template sur mon LinkedIn, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me suivre. Et en fait,
je vais vraiment te partager un tableau qui va être un template avec toutes les questions que tu dois te poser. Colonne numéro 1 sur moi, colonne numéro 2 sur la personne en face. Et voilà, avec quelques petites astuces, etc. Donc ouais, clairement, c'est un miroir qui est fait. Il y a un autre élément aussi. Moi, je sais pas trop, je suis pas très à l'aise par rapport à ça, c'est de demander le précédent salaire de la personne, parce que pour moi, en fait, ce qui compte surtout, c'est les prétentions de la personne. Qui te dit que tu vois, il a pas quitté Toulouse pour s'installer à Paris, que en fait, il a été sous-payé dans sa précédente boîte et que s'il t'annonce son précédent salaire et son salaire actuel, tu vas dire non mais attends, c'est une augmentation de 40%, etc. En vrai, ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce qu'il veut. Et pourquoi il veut ça. Et je sais pas, mais je peux peut-être me tromper, hein. Franchement, je suis pas très au clair sur ça, mais je suis pas certain que demander le précédent salaire à surtout qu'en plus, il y a tellement de candidats qui ont l'impression de se faire entuber. Bien sûr. Et tu vois, s'il dit, ouais, si je veux entre 35 et 40, ok, bah ça tombe bien, sur notre grille, c'est 35. Tu vois. Du coup, voilà, j'évite de demander ça. Et puis, si tu vois, si t'es freelance ou si t'es candidat, te demander qui est le décisionnaire. Est-ce que c'est l'un plus un? Est-ce qu'il y a une prise de décision qui est collégiale? Ouais, grave. Est-ce qu'il y a une grille de salaire? Est-ce qu'il y a une culture de négociation dans l'entreprise? Est-ce que la décision, elle implique aussi l'époux ou l'épouse, tu vois, et qu'est-ce qui va jouer sur ça, tu vois? Vraiment prendre le maximum de data. Est-ce que je perçois des non-dits? Ça, typiquement, tu vois, quand t'as des passeports talents, t'as un candidat qui dit, moi, c'est 55. Et si je te propose 52 avec un variable de 3K? Non, c'est 55, tu vois. Voilà, et moi, ce que j'ai tendance à dire, ok, je comprends, et puis à un moment, j'insère l'exemple de quelqu'un d'autre, tu vois, pour lui expliquer le passeport talent. Et en vrai, je peux aussi me dire, je m'en fiche si c'est par rapport à ça. Ouais, c'est à partir du moment où, tu vois, est-ce qu'il y a des contraintes administratives qu'on doit régler, et c'est important de savoir, mais voilà. Et t'as 15 000 moyens de t'interroger sur ce que veut l'autre personne, mais à tous les recruteurs et recruteuses qui nous écoutent, je vais leur parler d'un petit jeu. Moi, je crois que c'était un agiliste qui m'en avait parlé dans mon ancienne boîte. C'est les Moving Motivators. Alors, excusez-moi pour mon anglais, mais en fait, tu connais? Voilà, c'est génial, en fait. Moi, je le fais de plus en plus là avec mes candidats. C'est en fait le jeu de cartes des motivations, quoi. Donc, t'as plusieurs motivations. Ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre, c'est de travailler avec des gens brillants, etc. Et moi, ce que je propose, en fait, c'est que de faire le jeu en même temps que lui, et on se donne 1 minute chacun pour classer les cartes. Et du coup, tu mets au début les éléments qui sont les plus importants pour toi dans un poste. Et en fait, ça te permet d'avoir de l'information sur ce que veut la personne. Donc, voilà. Je peux en parler pendant encore très longtemps, mais c'est tout ce que je sais sur mon interlocuteur. Ok, donc du coup, tu as un mix entre ce que tu sais toi, pourquoi est-ce que du coup tu fais ce que tu veux, et le principe derrière, ce que veut la personne, enfin ce que veut, ce qu'elle sait, comment elle est, pourquoi, toutes les conditions qui fait qu'elle pourrait prendre une décision ou une autre. Quand t'as tout ça, comment tu fais en sorte je sais pas de gagner, mais d'arriver à ta négo du coup? Ouais. Pour réussir à une négo, en fait, si vraiment tu veux l'aboutir, l'idée c'est comment tu crées des options à gain mutuel. Tout le monde est content. Premièrement, mais c'est un truc bateau, simple, basique, une bonne communication. Et en fait, la négociation, elle commence dès ton premier échange avec le candidat, avec le client, avec l'entreprise. Un deuxième élément, c'est d'identifier en fait les besoins mutuels. Essaie de comprendre ce qu'on disait, non seulement ce que tu veux, mais aussi ce que le candidat va rechercher et qu'est-ce qui est important pour lui, le salaire, l'équilibre travail-vie, la culture d'entreprise, tu vois, des opportunités de développement. Troisièmement, quand tu as toute cette data, et que tu as réussi à créer une connivence sincère avec ton interlocuteur, c'est d'essayer d'être créatif. Là, c'est comment je fais pour avoir le plus gros gâteau possible. Et surtout, tu te limites pas à ta fiche des avantages, tu vois. Un exemple que j'ai eu avec un candidat dans une précédente expérience, en fait, on a une grille de salaire. Il fait le process et il me dit, voilà, moi, je veux 50K. Il fait le process, entretien technique, bam, 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 tout se passe bien. Par contre, nous, au regard du niveau technique qu'on percevait, on lui propose 45K. Et là, il me dit, écoute, Khalil, franchement, je suis gêné parce que tout s'est trop bien passé. J'ai eu un coup de cœur pour la boîte. J'ai vraiment envie de signer avec vous. Mais juste, moi, j'ai envie de 50K et pas 45K. Et tu vois, option 1, je peux dire, vas-y, je me barre dans une guerre d'ego et se dire, mais attends, nous, on n'est pas n'importe qui, en fait, tu vois. Ton coup de cœur, il se joue vraiment à 5K. Ou option 2, t'essaies de comprendre en fait ce qu'il y a derrière. Et je l'ai questionné, je lui ai dit ok, 5K c'est pas rien, et en même temps si tu ramènes 5K du brut au net, je veux même pas pousser jusqu'au net après impôt, t'as un reliquat quoi de 2000, 2500 balles.
c'est important, tu vois. C'est important à l'année. Ouais, mais c'est ça qui joue le plus. Clairement. Et il me dit, en fait, pour tout te dire, lui, il était data engineer, et en fait, il y avait une formation qui lui tenait à cœur sur son métier de data engineer. Et il me dit, cette formation, elle coûte assez cher, elle coûte dans les 2500, 3000 balles. Et en fait, c'est pour me payer cette formation. Ah, tiens, hyper intéressant. Parce que pendant cette boîte, bien sûr. Exactement, le budget des formations, on avait même un budget illimité quoi pour les gens. Le budget formation était complètement décorrélé du budget des salaires. Donc je pouvais à la fois lui proposer 45K, respecter la cohérence salariale dans l'entreprise, et en même temps lui payer sa formation. Et en plus s'engager à lui payer sa formation avant validation de période d'essai. Pour comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise, tu vois. Donc tu vois, quand tu es créative, tu te rends compte que tu te retrouves un peu dans la situation de l'orange de tout à l'heure et qu'en fait, c'est tout à fait jouable. Et un autre élément qui est hyper important, c'est d'anticiper les scénarios. Ok, qu'est-ce qui va se passer en cas de contre-proposition? Tu vas d'anticiper tous ces éléments et là, on peut en parler pendant des heures, mais t'as plein de scénarios possibles. Ouais, il faudrait presque faire une sorte d'arbre des choses. Et si jamais ça, qu'est-ce que je fais? Tu sais, un peu comme quand t'appelles les services clients, tu sais, ils ont des arbres de décision par rapport à ce que tu dis. S'il dit qu'il a le bouton rouge qui clignote, faut que je lui demande, du coup, qu'il est réinitialisé ou passe à Livebox et je fais ça pendant longtemps. Trop bien. Donc, du coup, toutes les options. Et une fois, du coup, t'as ce côté où, justement, quand tu m'as envoyé la prépa que t'avais faite, tu m'as mis un terme, le BATNA. Moi, je l'ai vu, du coup, c'était Batman. Du coup, je suis trop déçu parce que c'est pas Batman. Parle-moi du coup un peu de ça. Qu'est-ce que c'est la BATNA? Ça sert à quoi? Alors déjà, pour la petite histoire, c'est la petite ville en Algérie où je suis né. Ça s'invente pas. Ah ouais? Je suis né dans une ville qui s'appelle Batna, B-A-T-N-A. Wow, c'est beau. Voilà. En fait, Batna, dans la négociation, et pas en géographie, c'est Best Alternative to a Negotiated Agreement. En français, meilleure solution de repli. Et en langage moldu, ton plan B. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait, tu vois. Et ça, on n'a pas souvent tendance à le travailler, mais c'est hyper important. C'est quelle alternative je dois travailler en cas de no deal. Un jour, tu vois, petite anecdote, je sors de mon appart et merde, j'oublie les clés à l'intérieur. Tu vois, tu te fais chier, je vais payer une blinde, etc. J'appelle le premier serrurier qui vient, il arrive et direct, leur question classique. Quelle est votre assurance habitation? Moi, ce que je comprends derrière, jusqu'à combien je vais pouvoir te monter la facture, tu vois? J'en ai pas. Ouais, c'est ça. Moi, je lui ai annoncé, tu vois, ma BATNA. Je lui dis, écoutez, franchement, je sais pas du tout, mais si vraiment c'est galère, c'est pas grave parce que j'ai ma grand-mère qui habite à 2 pâtés de maison. Bon, c'est chiant, il faut juste que j'aille chercher les clés, mais voilà. Et là, direct, non, mais pas de souci, on va trouver une solution, tu vois. Et je m'en suis trouvé pour, je crois, 80 balles, quoi, tu vois, parce que le gars, il se dit, ok. Il va chercher ses clés, ça c'est sa BATNA. Moi, ma BATNA, c'est quoi? De repartir bredouille. Grave, je peux repartir avec 80 €. Bien sûr. Tu vois, donc ta BATNA, elle est hyper importante. Et du coup, celle de ton interlocuteur aussi, tu vois, de ton candidat. Quels sont ses autres process? Où est-ce qu'ils en sont? Si t'es recruteur, quels sont les autres, si t'es candidat, pardon. Quels sont les autres candidats? Si t'es freelance, quels sont les autres clients, etc., quoi. Et ça, c'est hyper important, et puis on n'hésite pas à questionner l'autre personne sur sa BATNA. Est-ce que du coup t'as pareil, tu t'imagines aussi la personne en face, du coup toi t'imagines ta BATNA à toi, est-ce que du coup faut aussi que tu penses à celle de ton interlocuteur, genre pas t'es recruteur, tu vas du coup devoir t'imaginer quelles seront les solutions du coup de repli de la personne. Clairement, et puis même en fait ton interlocuteur il peut te balancer sa BATNA. Tu vois, version un peu maladroite, c'est je préfère qu'on trouve un accord, sinon j'ai ça qui m'attend. Tu vois. Au pire. Voilà. Ou version un peu plus travaillée, c'est écoutez, franchement, vous êtes mon entreprise coup de cœur avec laquelle j'ai vraiment envie de travailler. J'aimerais vraiment qu'on trouve un accord. Si on n'y arrive pas, je passe d'autres process en ce moment. J'ai des propositions sur la table. Ou côté salaire, ça me convient, mais où les autres éléments ne sont pas aussi bien que ce que vous me proposez. J'aimerais vraiment qu'on arrive à trouver un accord ensemble. Et tu vois, discretos, t'as glissé ta BATNA. Petite anecdote. C'est une anecdote que j'ai trouvée dans un bouquin. Les aiguilleurs du ciel. Ah, les gens dans les tours de contrôle dans les aéroports qui disent c'est bon, vous pouvez aller décoller, c'est parti. C'est ça. Ok. Alpha ici, bravo. La piste est claire, je répète, la piste est claire. Exactement. Et un jour la piste elle était pas claire parce qu'ils se sont battus contre Reagan. En fait, Ronald Reagan, donc un ancien président des États-Unis, lorsqu'il est arrivé à la Maison Blanche, premier sujet, et il a été confronté à une demande d'augmentation salariale de 18% du syndicat des contrôleurs aériens. Tu vois, il arrive sur la table, tac. Bienvenue. Bureau ovale,
tiens, on veut une augmentation de 18%, et si tu nous la donnes pas, on fait grève. Alors mon coco, tu vas nous la donner cette augmentation. Et en fait, Reagan, soit il avait le choix entre négocier, mais s'il commençait à négocier avec eux, ça allait compromettre. À l'époque, il avait été élu sur une politique de réduction des dépenses publiques. Et du coup, premier truc, on augmente les salaires et du coup, on augmente la dépense publique. C'était galère pour lui, quoi. Ou alors, il refusait et là, tu avais une grève qui allait paralyser le trafic aérien. Et du coup, il demande à son équipe de chercher des alternatives, donc notamment des BATNA. Parce que la BATNA, c'est quoi? C'est toutes tes alternatives. Tu prends la meilleure, bien sûr. C'est ta BATNA. Voilà. Et en fait, on l'a informé que les 18 000, je crois que c'était 18 000 contrôleurs aériens, ils pouvaient être remplacés par 7 ou 8 000 contrôleurs militaires. Ok, oui, c'est le même boulot, bien sûr, mais sur des aéroports militaires. Et ils lui ont dit, écoutez, s'ils font grève, on pourra, avec l'armée, gérer le trafic pendant 10 à 12 semaines en cas de grève. Et du coup, lorsque le syndicat a refusé de différer sa demande et de la reporter à plus tard, Reagan, il leur a révélé le plan en leur disant, les gars, si vous faites grève, je fais appel à les militaires et ils peuvent tenir 10 à 12 semaines. Et en fait, les syndicats, ils ont dit, mon coco, jamais tes 7000 personnes vont nous remplacer, quoi. Donc, c'est mort. Donc, ce que je veux dire par là, c'est dans la négociation, c'est que l'autre personne peut avoir tendance aussi à discréditer ta BATNA et il faut être prêt à ça. Il croit pas, ouais. Et en fait, là, dans le cas de Reagan vs les aiguilleurs du ciel, je sais pas pourquoi j'ai Top Gun dans la tête, alors que, bref, les deux, ils étaient convaincus, en fait, de la force de leur position, en se disant, ma BATNA est meilleure que celle de mon interlocuteur. Et du coup, ça a conduit à un conflit. Et en fin de compte, il leur a pas donné l'augmentation. Ils ont fait grève. Reagan a fait appel aux militaires. Et pour la petite histoire, les contrôleurs, ils ont demandé gentiment à être réintégrés sans condition. En disant, OK, on revient. Pas de souci pour l'augmentation. Donc, meilleur sera ta BATNA et meilleur, je vais pas dire ton rapport de force, parce que je dis souvent que la négociation, c'est pas monter sur un ring pour boxer, mais monter sur une piste de danse pour une salsa. Mais disons, meilleure sera ta sérénité dans la négociation et tu auras plus de levier, quoi. Donc c'est hyper important de travailler ta BATNA, ton alternative en cas de no deal. Trop bien. Et d'avoir du coup là tu peux faire des outils recrutement genre comme des mind maps, tu vois, où du coup tu vas cartographier du coup toutes tes solutions possibles. Qu'est-ce que tu peux faire si ça marche pas, et d'ailleurs clairement. Tu pourrais même utiliser ce que tu dis là pour comparer les candidats dans l'absolu, genre qu'est-ce qui se passerait si, et en fait c'est des scénarios que tu vas faire, des hypothèses, c'est intéressant. T'as un outil qui est trop bien que je recommande, je l'ai découvert grâce à Shubham, le mec du no-code, Shubham Sharma, et il s'appelle Whimsical. Ouais, très bien. Parfait, cet outil. Tu vois, c'est trop bien. En plus, tu l'as en version gratuite et tu peux faire plein de tableaux décisionnels comme ça, quoi. Clairement. J'ai souvent utilisé. Trop bien. Écoute, du coup, de mémoire, t'avais dans ta méthode, t'avais du coup une 6e et dernière partie. Très brièvement, du coup, quelle est ta dernière partie? Donc, quand on a fait tout ça, donc on a imaginé les alternatives, on sait ce qu'on veut, on sait ce que veut l'autre personne. C'est quoi la dernière chose à faire ou à éviter ou à ne pas faire? Alors, en gros, pour la faire court, c'est l'idée, si tu veux réussir ta négociation, c'est d'éviter les jeux dangereux. En fait, la négociation, souvent, ça appelle à quelle valeur l'autre perçoit de moi, quelle valeur je perçois de moi. Et du coup, souvent, les gens, ils peuvent être vexés, se braquer. Puis, les pires négociations, c'est les négociations où la personne te dit « Ah, ok ». Et puis, elle te ghost, et puis t'as plus de nouvelles, etc., quoi. Donc, c'est comment on évite les jeux dangereux où c'est « Je vais te convaincre d'un truc ». Et puis, l'autre, il va me trouver un contre-argument, etc. Un premier élément, on en parlait tout à l'heure, c'est ma limite. En fait, ta limite, elle te dit quel est le cadre de la négociation, et si tu sors de cette limite, tu sais que la négociation, elle va pas pouvoir avoir lieu. Tu peux l'exprimer à ton interlocuteur, qui va être obligé d'en tenir compte pour la mettre en perspective avec sa propre limite. Ça peut être une stratégie aussi. Il y a un petit bémol, c'est que ça crée un non-retour. Si tu dis ma limite, c'est ça, tu peux pas revenir dessus, entre guillemets, quoi. Ou alors tu peux te dire, je me rappelle de ma limite et je me la garde pour moi. Un autre élément, tu as la stratégie, ce qu'on appelle des 4 R, rapidement pour passer dessus, c'est recontextualiser, réaffirmer, donc recontextualiser, résumer. Ok, donc c'est exactement ce que tu es en train de faire tout à l'heure, là, donc c'est génial, c'est ok, donc si je résume, si je comprends bien, bam, bam, bam. Ouais, c'est un peu l'écoute active aussi, tu vois, où du coup tu vas tu fais de la formulation des gens en face de toi. C'est exactement ça, donc on recontextualise, on résume, alors recontextualiser, résumer, réaffirmer. Et tu manques un R. Un 4e R. Tu peux dire rouler à fond sur l'autoroute. Ouais, on va dire que c'est ça. C'est pas du tout ça, mais voilà. Mais du coup, voilà, t'as ça qui permet aussi d'avoir une écoute. T'as la communication
non violente, on en parlait tout à l'heure, tu vois, OSBD. Juste pour donner un petit exemple, tu vois, t'as un entretien hebdomadaire entre un recruteur et un hiring manager. On a tous connu cette galère-là et on est en train de discuter pour un poste de chef de projet marketing qui n'a pas été pourvu malgré plusieurs entretiens. Version hardcore. C'est vraiment chiant. On a déjà interviewé plusieurs personnes et on n'a toujours pas le bon candidat. T'es certain que tu le veux, ton chef de projet? Ah, on aime bien ça. Spoiler alert, ne pas faire ça. Ça marche pas, ça? Moi, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé, je comprends pas. Ouais. Écoute, tu m'en diras un peu plus. Ou alors, méthode OSBD. Donc, OSBD, c'est, pour énoncer quelque chose, c'est objectif, situation, besoin, demande. Écoute, je t'ai proposé cette réunion parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi, malgré les entretiens, on n'a pas réussi à trouver le bon candidat pour le poste pour lequel tu recrutes. On a déjà interviewé, donc ça c'était l'objectif, situation. On a déjà interviewé 5 candidats qui, sur le papier, semblaient correspondre aux critères du poste, mais il n'y a aucun d'eux qui a été retenu à l'entretien annuel. Besoin. J'ai besoin, si ça te va, qu'on réévalue ensemble les critères de sélection et les compétences que tu recherches pour pouvoir mieux cibler nos futurs candidats. Et enfin, demande. Pour le coup, du coup, je te propose qu'on revoie ensemble les profils refusés pour identifier les éléments qui leur manquaient et d'ajuster éventuellement notre grille de critères en conséquence. Et une fois qu'on l'a fait, on pourra relancer le processus de négociation. Et là, tu as un hiring manager qui te dit « Wow, ok, let's go !» Très, très bien. Pas toujours le cas, hein. Mais voilà. Et puis un autre élément, un dernier élément, c'est de questionner la personne en fait sur son objectif de négociation et de lui rappeler qu'en fait, pour obtenir l'essentiel de ce qu'il souhaite, il souhaite obtenir l'essentiel de ce qu'il veut, je vais y arriver. Il faut aussi qu'il veille à tes intérêts, quoi. Oui. Tu vois. Un jour, j'avais vu une phrase, c'est je veillerai à vos intérêts comme une mère veille sur son nouveau-né. Si vous en faites de même, nous devrions rapidement arriver à un accord. Alors, évidemment, il s'agit pas de parler de mère, de nouveau-né, etc. Mais hésite pas en fait à transmettre tes sentiments. Écoute, Robert, je suis un peu mal à l'aise là parce que j'ai l'impression que on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Moi, j'ai bien compris que tu souhaitais ça, ça et ça, mais t'es à ma place aussi. Enfin, tu vois, mais en mode OSBD. Donc voilà. Mais d'ailleurs, ça fait une bonne transition parce que dans ce qui va arriver, on va en parler de « Je veillerai à vos intérêts. Si vous en faites de même, nous devrions rapidement arriver à un accord. » Voilà. C'est beau, bien joué. Donc on a une belle méthode anti-taf que tu viens de nous donner. Et d'ailleurs, ce qui est très cool, et donc pour les gens qui sont allés jusqu'au bout, mais dans tous les cas, ça sera écrit dans la description. Tu t'as fait un cadeau aux auditeurs et auditrices de Tam Tam, et du coup tu vas à la fois mettre du coup sur une petite page Notion une séquence de mails. Donc du coup t'as anonymisé évidemment, mais c'était une vraie situation réelle qui t'est arrivée, où du coup tu montres un petit peu du coup ce que tu viens de démontrer là, et t'as aussi décidé dans une deuxième partie de faire une sorte de guide. Est-ce que du coup tu peux juste nous faire un teaser de ta méthode miracle, et du coup t'auras vraiment tout le contenu que tu vas faire. Je crois que tu as même dit que tu nous ferais un article sur le site de Tam Tam. Est-ce que tu peux teaser du coup pour que les gens cliquent sur le Notion? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette méthode magique? Alors, pour recontextualiser, le négo, en fait, je suis sur Recruiter's Kitchen, donc il y a un Slack très connu. Il y a un certain Alexandre que je ne connais absolument pas qui me dit qu'il recherche un ou une TAM pour construire le département d'une scale-up pour lequel il a un mandat de recrutement. Et du coup, je vais le contacter pour lui proposer le profil d'une candidate que j'accompagne. Il me dirige alors vers son associé qui est lui responsable du compte. Et en fait, il y a eu 8 mails où on passe de l'associé qui me dit ce que je te propose, c'est 1500 € de gain à une solution où on était plus autour des 5-6 000 €. Okay. Donc, comment on a fait pour passer de 1500 € jusqu'à 6 000 €? Mais j'ai envie de en savoir. Sachant qu'il est très très content aussi, lui, de la négociation. C'est ce que vous saurez en cliquant. Ça fait tellement clickbait. Mais il faut. Voilà. On a rien à vous vendre sur cette page Notion. Non, elle est complètement gratuite. Il n'y a pas besoin de mettre ton mail. Il n'y a pas de tracking. L'analyse et des faux prénoms pour pas qu'on, voilà. Et vous force pas à faire un témoignage sur LinkedIn ou sur Google en nous disant à quel point est-ce que du coup Khalil est incroyable. Et du coup tu nous donnes aussi du coup tu nous donneras du coup ta méthode PIS que tu vas détailler. Pour du coup finir ce petit épisode, j'ai 3 mini questions à te poser. Tu peux faire des réponses très rapides là-dessus si tu veux. Okay. C'est quoi le contenu que tu aimes et que tu veux recommander aux gens qui écoutent cet épisode? Si tu devais en choisir un. Alors, si les personnes ont envie de creuser un peu plus dans la négociation, vous pouvez lire plusieurs bouquins, notamment Never Split the Difference de Vlos, qui est vachement bien. Et tu as aussi le guide visuel de la négociation et qui est beaucoup plus ludique. Trop bien.
Est-ce que tu as une personne que tu nous recommandes? Ouais, tout à l'heure on parlait d'IA. Okay. D'intelligence. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qui est tel outil qui est en train de sortir, etc. Alors qu'il y a un risque qui est derrière. Il y a des avantages, mais il y a aussi des risques. Et un ami m'a recommandé un bouquin, c'est Super Intelligence de Nick Bostrom. En fait, il est crucial pour comprendre les enjeux et les risques qui sont liés à l'émergence de l'IA, d'une IA qui va être supérieure à l'homme et qui pourrait redéfinir notre avenir de manière irréversible. Okay. C'est un bouquin qui est génial, qui est très équilibré, qui dit pas bouh l'IA, qui dit pas l'IA c'est tout est bien, tout est rose, qui est bien équilibré. Donc Super Intelligence de Nick Bostrom. Splendide. Et dernière question pour toi, est-ce que tu aurais une série ou un film que tu aimes et que tu recommanderais? Ouais, alors j'ai réfléchi, j'essaie de trouver des films en rapport avec une négociation. Et en fait, c'est quoi? Je vais juste te parler d'un film que j'adore, que j'ai vu une 50aine de fois, je le recommande à tous mes potes. C'est The Perks of Being a Wallflower, ou en français Le Monde de Charlie. Ouais. C'est un livre, d'ailleurs c'est adapté d'un bouquin où t'as l'impression qu'on parle pas forcément de négociation parce qu'en fait on suit un mec qui est en train de grandir, de rentrer dans la vie adulte. Ça parle de santé mentale, de famille, d'amitié, d'amour. Mais en fait ce que ça parle derrière, c'est l'introspection en soi. Et je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire parce que les négociations disent beaucoup de toi, de tes croyances limitantes ou pas, de ce que tu penses de toi, etc. Et donc voilà, Le Monde de Charlie. Trop bien. Je crois qu'il y a Emma Watson dedans en plus. Et en plus, il y a Emma Watson. T'as clairement, je vais pas mentir, j'ai cliqué la première fois sur ce film. Parce qu'il y avait Hermione Granger. Emma Watson, ouais. Enfin, pour qu'il y ait la même personne d'ailleurs, mais parce qu'on n'a jamais vu Hermione Granger et Emma Watson dans la même pièce ensemble. Voilà, je dis ça, je dirais. Personne sait. Trop bien. Écoute, merci pour tout ce que tu nous as donné. C'est beaucoup de choses sur la négo et c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas trop de contenu sur Internet aujourd'hui sur négo et recrutement, articles, podcast et autres. Donc du coup, t'as la page Notion que les gens peuvent aller voir. Tu vas nous faire un magnifique article sur le blog de TamTam. Et à côté de ça, du coup, on a ce podcast où qu'on a sur une bonne heure, on couvre plein de choses sur le recrutement. Merci beaucoup pour tout ça. T'as amené plein de choses et surtout plein d'anecdotes qui étaient très chouettes. J'aurais dû les compter. Ouais, ce genre, on a appelé l'épisode les 17 anecdotes de Khalil. En fait, merci. Malheureusement, je t'en prie avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. C'était super cool. C'était mon premier podcast. Et je pouvais pas espérer meilleur safe place. Donc les gens qui écoutent, il faut qu'ils aillent partager et te féliciter et te dire bravo. Mais tout ça pour dire, j'ai essayé de résumer un maximum de choses. Il y a plein d'éléments qu'on n'aborde pas. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai monté ma boîte en fait pour accompagner des personnes. Parce qu'en fait, je peux te dire toutes les questions que tu dois te poser dans une préparation, mais tu as besoin aussi de quelqu'un qui a l'habitude et qui te forme. Et en fait, réussir une négociation, ça peut être tellement crucial pour la réussite de ta carrière, de ton entreprise, etc. Donc, c'est hyper important de lire des bouquins, de se renseigner, de regarder des films et si tu as besoin d'être accompagné. Trop bien. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci Léo, à bientôt. À bientôt. Salut. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant TamTam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de TamTam.